Bonjour, j'aimerais vous présenter le résumé d'un ouvrage que nous venons de publier aux éditions Kiyikat et dont le titre est Bikambizo, approche idéophonémique de la lecture des caractères sacrés de l'ancienne Égypte. Nous disons d'entrée de jeu que nous pensons très humblement avoir enfin trouvé la langue des pharaons. Mon nom est Akunga, je suis l'auteur de cet ouvrage, je suis médecin. Vous aurez compris que je ne suis pas égyptologue, mais j'arrive dans ce sujet pour une raison bien précise. La raison est mon adhésion à un combat qui est celui de la restauration de la mémoire collective et extensive du peuple autochtone d'Afrique. Il s'agit là d'une chapelle qui a de nombreux maîtres à penser, dont je citerai ici quelques-uns. Aimé Césaire qui dit « Je veux être, comme au premier jour et jusqu'au bout, un de ceux qui disent non à l'indignité, non à l'oppression, non à l'injustice. » Comme vous le voyez, je mets le non à l'indignité dans une couleur différente pour signifier que nous pensons que la pire indignité pour un individu, c'est de ne rien savoir de son passé, de son histoire. Frantz Fanon dit quant à lui que le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. En d'autres termes, être noir signifie bien connaître ses repères, son identité de noir et ne pas perdre du temps à haïr les autres. Frantz Fanon ajoute que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Vient alors un troisième maître à penser qui est le professeur Cheikh Anta Diop, un grand savant qui aura consacré la totalité de son existence à ce combat pour la restauration de la mémoire et de la dignité du peuple autochtone d'Afrique. Le professeur Cheikh Anta Diop nous dit qu'il est certain que les savants d'il y a 150 ans, les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne, savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre, négro-africaine. Il ne manquait pas de science, absolument pas. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Cheikh Anta Diop constate alors l'absolue nécessité qu'il y a pour nous de déblayer notre propre passé, travail qu'aucun peuple ne peut faire pour un autre. Et le professeur Cheikh Anta Diop de nous dire alors que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et il nous dit que c'est par la connaissance directe, par l'égyptologie, que vous dépasserez ce stade de flottement et de somnambulisme. Alors, dit-il, formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. L'Afrique devrait, dit-il, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. Toutes ces interpellations et celles de bien d'autres maîtres à penser que nous ne pouvons citer ici justifient notre intérêt pour l'Égypte antique et notamment pour sa langue qui est l'égyptien pharaonique. Mais qu'est-ce que c'est que l'égyptien pharaonique? Bien, l'égyptien pharaonique, c'est tout simplement la langue que parlaient les anciens Égyptiens au temps des pharaons. Mais il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on sait de cette langue, c'est ce que je montre là sur cette diapositive, à savoir ce qu'on a appelé l'écriture hiéroglyphique, des signes dont personne ne connaît la signification, des signes que personne n'arrive véritablement à lire, malgré l'acharnement de la recherche. Nous avons ici le témoignage de quelqu'un qui aura entendu parler les anciens Égyptiens. Il s'agit de Diodore de Sicile, un grec qui s'était rendu en Égypte au 1er siècle avant notre ère et qui, ayant entendu les Égyptiens parler et lire ce qu'on appelle l'écriture hiéroglyphique, dira ceci. Nous devons cependant parler de cette sorte d'écriture qui, chez les anciens Égyptiens, est appelée sacrée. Ce n'est pas, en effet, l'agencement des syllabes qui, dans leur écriture, rend l'idée à exprimer, mais une signification symbolique attachée aux objets qui sont copiés et une transposition imprimée dans la mémoire par un long exercice. Nous attirons ici l'attention sur le fait que Diodore de Sicile dit que c'est par la signification que les anciens Égyptiens nommaient les signes dits hiéroglyphiques. Et Diodore de Sicile aura été vraiment insistant sur cet aspect de la lecture par la signification, parce qu'il dit encore « Ainsi le sens de leur écriture n'est-il pas le résultat d'une réunion des syllabes, mais il ressort
de la signification métaphorique des objets tracés. Signification que l'exercice grave dans la mémoire. En s'appliquant ainsi à découvrir la signification cachée de ces formes et en exerçant leur intelligence et leur mémoire par une étude longtemps continuée, ils arrivent à lire couramment tout ce qui est ainsi écrit. Je pense que on ne peut pas être plus clair. Il nous dit, Diodore de Sicile, que ce n'est pas une lecture alphabétique par réunion de syllabes, mais que c'est une lecture par la signification. Malgré ces indications, on ne peut plus claires données par Diodore de Sicile il y a plus de 2000 ans, eh bien, la langue égyptienne ancienne demeure inaccessible. La recherche est abondante sur cette écriture, sur ces signes légués par les anciens Égyptiens, mais il faut dire que au jour d'aujourd'hui, personne n'arrive à lire couramment ni même à comprendre véritablement la signification de ces signes. Je ne referai pas ici l'historique de toute cette recherche qui passe par Champollion, la pierre de Rosette et tout ce que tout le monde sait. Je constate seulement que en 2021, il n'y a toujours pas de système de lecture consensuel, n'est-ce pas, de cette écriture entre guillemets léguée par les anciens Égyptiens. Le tâtonnement est total sur les sons, le tâtonnement est absolu sur les significations. La lecture courante est tout simplement inaccessible. Et tout cela pour une seule raison, la langue des pharaons est demeurée jusqu'à ce jour inconnue. Nous citons ici une sommité de l'égyptologie qui est Madame Bernadette Menu, qui dit « La vocalisation étant inconnue », des hiéroglyphes, entendez, la vocalisation étant inconnue ou très peu connue, la prononciation conventionnelle relie les radicales du squelette consonantique par des E muets ou accentués. Le système de translittération des hiéroglyphes en caractère latin est lui aussi conventionnel. Ça, c'est Madame Menu qui le dit, une archéologue, égyptologue qui a publié plus de 10 ouvrages sur le sujet. Alors, vous aurez compris que la vocalisation est inconnue. Les translittérations alphabétiques sont conventionnelles. Bref, tout ce qui se fait est conventionnel, ce qui veut dire quoi? Chacun fait à peu près comme il veut, ce qu'il veut, et puis invente ce qu'il peut. Ça veut dire que, véritablement, la langue des pharaons, elle n'est pas encore révélée. Thomas Lebé abonde dans le sens de Madame Menu en disant que la translittération égyptologique utilisée dans les publications présente de nos jours un système étonnant qui déroute autant par son ordre alphabétique que par le choix des caractères kabbalistiques qui le composent. Il n'était pas facile d'attribuer une valeur à un signe alors que sa prononciation s'est confondue ou différenciée avec d'autres à des moments variables. Il n'est donc pas toujours aisé de déterminer la structure d'un mot. Je pense que là, tout ça se passe de commentaires. Il n'y a vraiment pas de consensus et personne ne sait comment marche cette écriture léguée par les anciens Égyptiens. Je profite de cette citation de Thomas Lebé pour parler de la translittération dont je n'ai rien dit depuis le début de ma présentation. Vous avez vu que Madame Menu parle de la translittération qui est conventionnelle et M. Lebé, lui, il abat tout simplement la translittération qu'il traite de kabbalistique, bref. Mais la translittération alphabétique, elle existe bel et bien en égyptologie. C'est-à-dire que chaque caractère sacré, chaque signe hiéroglyphique, si vous voulez, que nous appelons caractère sacré, aura reçu une lettre ou plusieurs lettres alphabétiques qui sont ces lettres de la translittération. Donc, quand nous les voyons dans les ouvrages, dans la publication, on verra toujours l'objet dessiné et puis à côté ou en dessous, sa translittération qui est alphabétique en lettres alphabétiques. Le bref état des lieux que nous venons de faire sur ce que l'on sait au jour d'aujourd'hui concernant l'écriture léguée par les anciens Égyptiens montre tout simplement que tout est à faire. Tout reste à faire, ce qui justifie notre intérêt en disant pourquoi pas, pourquoi ne pas essayer, des dizaines, des centaines de chercheurs ont essayé, et pourquoi pas nous? Et nous arrivons donc avec notre ouvrage dont le titre est Bikan Bizo, approche idéophonémique de la lecture des caractères sacrés de l'ancienne Égypte. Vous l'aurez remarqué, ce titre, il est bilingue.
Parce que l'expression Bikambizo, qui est le titre principal de cet ouvrage, est écrit en lettres alphabétiques si vous voulez, mais vous pouvez déjà constater qu'il y a là-dedans une lettre, donc quand je dis Bikambizo, ce N accentué n'est pas tout à fait un caractère alphabétique, mais en tout cas, ce titre, il est dans une langue authentiquement africaine, qui est le Fan. Donc, nous convoquons ici une langue africaine sur laquelle nous nous sommes basés, nous aimerions nous baser, n'est-ce pas, pour voir si nous pouvons révéler finalement cette langue des pharaons. Et pourquoi convoquer une langue authentiquement africaine ici? Nous avons entendu plus haut le professeur Cheikh Anta Diop qui disait que ceux qui ont écrit l'histoire de l'Égypte pharaonique ont falsifié sciemment cette histoire. Ils savaient qu'elle était négro-africaine, mais ils ont voulu l'attribuer à d'autres. Ça, c'est une raison suffisante pour nous, selon nous, c'est une raison suffisante pour que nous allions chercher dans les langues négro-africaines cette parler pharaonique que tout le monde cherche depuis des siècles sans succès. Et nous avons une motivation supplémentaire qui nous vient de Jean-François Champollion, qui ne se présente plus, c'est le père même de l'égyptologie moderne, celui qui aura à décoder la pierre de Rosette, qui dit ceci. C'est par l'analyse raisonnée de la langue des pharaons que l'ethnographie décidera si la vieille population égyptienne fut d'origine asiatique ou bien si elle descendit avec le fleuve divinisé des plateaux de l'Afrique centrale. C'est par l'analyse raisonnée de la langue des pharaons, dit-il, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne connaît la langue des pharaons. Et donc, on ne peut pas, à partir de l'analyse raisonnée de cette langue, trouver quelle était la population même qui habitait l'Égypte pharaonique. Mais on sent quand même qu'ici, Jean-François Champollion, qui écrit cette phrase dans une Europe du siècle des Lumières où le racisme et le racialisme sont étouffants, il ose quand même dire qu'il faudrait quand même regarder vers les plateaux de l'Afrique centrale. C'est qu'il a probablement senti là quelque chose qu'il n'a pas pu exprimer jusqu'au bout. Nous rappelons que le thème de la parenté génétique entre les langues négro-africaines et la langue parlée par les anciens Égyptiens était très chère au professeur Cheikh Anta Diop, qui a d'ailleurs publié, écrit tout un livre à ce sujet, sur le sujet. Voilà, donc nous entrons dans ce sujet, fort des constats que nous venons d'énumérer, et nous présentons ici le profil d'un caractère sacré, tel que nous l'entrevoyons. Donc, nous voyons en un caractère sacré une entité pour laquelle nous avons des paramètres connus et des paramètres inconnus. Parmi les paramètres connus des caractères sacrés tels qu'on peut les voir aujourd'hui, nous avons son symbole graphique, qui est l'objet dessiné, ces objets dessinés que je vous ai montrés tantôt. Lui, c'est un symbole graphique qui est d'une authenticité certaine, parce que les anciens Égyptiens, ils présentaient ces symboles, ils les dessinaient toujours de la même manière dans l'écriture dite vraiment hiéroglyphique, parce qu'après il y a eu d'autres formes d'écriture, mais dans l'écriture hiéroglyphique, ils avaient toujours la même forme, et c'est cette forme-là, c'est de cette forme-là que je parle, qui est d'une authenticité certaine. Nous avons cette fameuse lettre alphabétique de la translittération, qui, comme je vous ai dit, elle existe, puisque vous ne verrez pas dans un manuel d'égyptologie un caractère sacré non accompagné de ça ou de ces lettres de la translittération. Donc, c'est quelque chose qui est une réalité, qui va toujours de pair avec le caractère sacré. Et nous disons que cette lettre de la translittération, elle est un stigmate morpho-phonologique altéré. Ça, c'est Akunga qui le dit. Akunga dit que la lettre de la translittération est un stigmate morpho-phonologique altéré. Et je précise que c'est Akunga qui le dit parce que vous avez vu tout à l'heure les égyptologues, notamment Madame Menu, qui dit que la lettre alphabétique de la translittération, elle est conventionnelle. C'est-à-dire qu'on a à peu près pris n'importe quelle lettre alphabétique et l'a accolée à n'importe quel caractère sacré. N'importe qui aurait pu le faire n'importe comment. Mais nous disons que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec cette vue-là.
Eh bien, dans le profil identitaire d'un caractère sacré, il y a donc des paramètres inconnus. Il y a notamment l'émanuation phonologique, c'est-à-dire que quand nous voyons un signe dessiné, euh, personne n'est véritablement capable de savoir quel est le son réel qui correspond à ce signe. Vous avez vu Madame Mouniou qui disait on met des E tantôt muets, tantôt accentués. Donc, l'émanation phonologique authentique de ce qui est dessiné au jour d'aujourd'hui, personne ne la connaît. Autre paramètre inconnu, c'est la signification spécifique d'un caractère sacré. Et ça, c'est très important parce que vous avez vu Diodore de Sicile qui insistait sur la signification, il connaissait la signification, il lisait par la signification, mais au jour d'aujourd'hui, la vérité est que personne ne connaît la signification des caractères sacrés. Alors, maintenant viennent nos hypothèses. Une de nos hypothèses phares est que les translittérations alphabétiques des caractères sacrés ne sont pas conventionnelles. Et ça, vous l'aurez compris, c'est un pavé dans la mare. Nous jetons un pavé dans la mare parce que nous avons vu quelques diapos plus haut que les égyptologues, Madame Menu notamment, dit que les translittérations alphabétiques sont conventionnelles. Mais nous disons que notre sentiment en regardant tout ce qui est dessiné et ce qui est écrit à côté comme translittération, nous avons le sentiment que ce n'est pas conventionnel et nous prenons ça, nous adoptons ça comme une hypothèse phare de notre travail. Une autre hypothèse de notre travail est que la lettre alphabétique qui translittère un caractère sacré a pour ancêtre phonologique et morphologique le dit caractère sacré. C'est un peu un coup de tonnerre, mais en fait, ce que nous disons là rejoint ce que nous avons dit dans la diapo précédente. C'est-à-dire que les translittérations ne sont pas là par hasard, ne sont pas le fruit du hasard, et nous pensons que chaque lettre alphabétique qui translittère un caractère sacré donné a un lien génétique avec ce caractère sacré. Ce caractère sacré est son ancêtre phonologique et morphologique. Et nous faisons une autre hypothèse, parce qu'il a bien fallu poser des hypothèses pour lancer notre recherche. Nous disons que le son de la lettre alphabétique qui translittère un caractère sacré est l'articulation dominante du son minimal, signifiant qui nommait ce caractère sacré dans le parler des anciens Égyptiens. Je pense que là, vraiment, nous osons, parce que nous parlons ici comme si nous avions un jour ou l'autre entendu parler des anciens Égyptiens. Nous ne les avons pas entendus, mais nous posons comme hypothèse que le son de la lettre alphabétique qui translittère un caractère sacré est l'articulation dominante du son minimal signifiant qui nommait ce caractère sacré dans le parler des anciens Égyptiens. Ce que nous venons de dire là est vraiment osé parce que tout le monde sait que le langage authentique que parlaient ceux qui avaient en usage les caractères sacrés s'est évanoui de la terre d'Égypte il y a environ 2000 ans. Donc voilà, aucun être humain de notre époque n'a entendu un seul son sortant de la bouche d'un ancien Égyptien. Mais nous faisons encore une hypothèse historique, cette fois-ci en disant que plutôt qu'une extinction pure et simple du parler des anciens Égyptiens, il y a plus de 2000 ans, il y a eu une déconnexion physique entre les locuteurs et les symboles caractères sacrés que ces derniers avaient abondamment reproduits sur divers supports du site d'Égypte antique, territoire qu'ils occupaient autrefois. Donc pour nous, il n'y a pas eu extinction de ce parler-là, mais ce parler-là existe très vraisemblablement quelque part. Il y a eu des connexions, ceux qui parlaient sont partis, mais si ça se trouve, ils sont quelque part. Les locuteurs de la langue des pharaons ont dû, pour quelques raisons, abandonner la terre d'Égypte et leur civilisation dont les vestiges sont visibles et admirés aujourd'hui. Pour quelles raisons? Nous ne le savons pas trop, mais nous avons une petite idée là-dessus. Nous montrons ici un marbre très dur qui est un legs des populations de l'ancienne Égypte. Nous montrons ce marbre pour signaler, enfin pour faire voir qu'il a subi une violence inouïe. On voit le nez qui est massacré, la lèvre massacrée et probablement qu'il y avait sur la tête quelque chose qui n'a pas plu aux arrivants, qui lui ont littéralement fracassé le crâne. On devine très aisément que si ceux qui ont exercé cette violence avaient trouvé sur place la personne qui s'est représentée ici,
cette personne recevant ces coups n'aurait pas survécu. Et nous signalons que ça, c'est un exemple parmi des centaines et des milliers d'objets légués par l'ancienne Égypte qui ont été agressés, mais violemment agressés. Et vous pouvez voir ici que ce qui est visé clairement, c'est les stigmates identitaires physiques de la personne qui est représentée ici, la bouche, le nez, qui raconte les caractéristiques physiques de l'individu. C'est ça qui a été visé. Et donc, ça, cette violence-là a pu être la raison pour laquelle les anciens Égyptiens ont pris leurs jambes à leur cou, parce que ça, c'était inouï comme violence. La violence était inouïe et donc les locuteurs se sont probablement enfuis. Et où est-ce qu'ils ont pu aller? Eh bien, ils se sont tournés vers le sud de l'Afrique, parce que l'Égypte est un territoire africain du nord de l'Afrique. Et s'ils avaient eu à fuir en laissant derrière eux l'héritage que nous voyons aujourd'hui, ils se sont probablement repliés vers le sud de l'Afrique, vers l'intérieur de l'Afrique, vers justement ces plateaux de l'Afrique centrale qu'indique Jean-François Champollion. C'est la raison pour laquelle nous faisons le postulat linguistique, selon lequel un parler authentiquement africain, qui aura su préserver sa configuration originelle, est susceptible de révéler dans ses mots les sons authentiques, spécifiquement liés au caractère sacré. Et nous pensons qu'il existe très vraisemblablement encore au sud du Sahara des parlers authentiquement africains ayant su préserver leur configuration originelle. Quand je dis qu'il existe encore très probablement un parler authentiquement africain, c'est que, évidemment, j'ai dans l'arrière-pensée le saccage total qu'ont subi les parlers africains depuis l'époque des agressions esclavagistes et colonialistes. Mais nous pensons que malgré ces pérégrinations, les immigrations, les agressions et tout, il existe encore des parlers authentiquement africains. Il existe en Afrique des poches de survie d'une culture authentiquement africaine et nous répétons que un parler authentiquement africain est susceptible de révéler tous les sons inhérents au caractère sacré. Mais qu'entendons-nous par parler authentiquement africain? Un parler authentiquement africain, c'est un parler où tout son est signifiant. Un parler où tout son qui sort de la bouche d'un parlant est signifiant. C'est ça la spécificité d'un parler authentiquement africain. Il y a là une différence fondamentale entre le parler authentiquement africain et d'autres parlers où il sort de la bouche des parlants beaucoup de sons qui n'ont aucune signification. Je prends l'exemple des parlers latins, par exemple, ou si vous prenez tout simplement leur alphabet latin, vous pouvez dire B, D, Z, L, Q et R, S toute la journée, du matin au soir. Vous n'aurez rien dit de signifiant, tout simplement parce que ces sons-là, qui sortent pourtant de la bouche des parlants, ne sont pas signifiants. Eh bien, l'Africain authentique, il ne parle pas pour ne rien dire. Tout son qui sort de la bouche d'un parlant est signifiant. Voilà la définition simple d'un parler authentiquement africain. Et je vous ai mis ici que dans les parlers latins, par exemple, les linguistes distinguent le phonème du morphème. Le phonème étant l'unité phonologique minimale non signifiante, donc parce qu'il y a dans leur parler des sons non signifiants, et il y a aussi alors des morphèmes qui sont des unités signifiantes minimales, qui ont du sens. Mais dans les parlers africains, il n'y a pas de distinction phonème-morphème parce que les deux sont obligatoirement liés. Tout son embarque une signification. Dans un parler authentiquement africain, le plus petit son est obligatoirement signifiant. Et c'est ce qui nous amène à introduire ici une notion d'idéophonème que nous avons beaucoup développée dans notre ouvrage, juste ici pour dire que l'idéophonème se compose d'une idée, donc idéo pour la signification et phonème pour le son. Le terme idéophonème est une innovation linguistique phare de notre travail. Je pense que ce mot idéophonème, on ne l'aura jamais entendu. Donc, ce mot idéophonème qui désigne l'unité phonologique minimale signifiante obligatoire du parler africain est une innovation linguistique phare
de notre travail et c'est l'idéophonème qui vraiment sous-tend toute notre démarche. Et comme vous l'avez vu, le sous-titre de notre ouvrage, c'est Lecture idéophonémique des caractères sacrés. Donc, c'est par l'idéophonème que nous passons vraiment pour révéler les caractères sacrés. Nous rappelons alors une de nos hypothèses phares que nous avons déjà énumérées plus haut en disant que le son de la lettre alphabétique qui transitère un caractère sacré est l'articulation dominante du son minimal signifiant qui nommait ce caractère dans le parler des anciens Égyptiens. Vous avez compris que quand nous parlons de son minimal signifiant, nous parlons d'un idéophonème. Voilà pourquoi nous pouvons maintenant énoncer cette hypothèse phare en disant que le son de la lettre alphabétique qui transitère un caractère sacré est l'articulation dominante d'un idéophonème qui découle du dit caractère sacré. Nous remontrons alors ici la couverture de notre ouvrage dont l'intitulé est Vikambizo, approche idéophonémique de la lecture des caractères sacrés de l'ancienne Égypte. Vikambizo, c'est une expression, comme nous l'avons dit plus haut, d'une langue authentiquement africaine qui est la langue, ou plutôt le parler fin, je préfère dire le parler fin, et que nous convoquons ici pour toutes les raisons que nous avons évoquées. Nous pensons que c'est dans une langue africaine que l'on pourrait retrouver tous les sons, une langue africaine bien conservée, on pourrait retrouver tous les sons relatifs au corpus des caractères sacrés. Maintenant, quels sont les fondements pratiques de notre approche idéophonémique? Nos fondements pratiques, c'est que nous pensons que l'orthographe alphabétique d'un idéophonème inhérent à un caractère sacré exhibe obligatoirement la lettre alphabétique qui transitère le dit caractère sacré. Deuxièmement, les mots du langage, c'est-à-dire un langage idéophonémique, c'est-à-dire un langage où tout son est signifiant, les mots du langage qui décrivent les aspects caractéristiques du symbole représentatif d'un caractère sacré contiennent obligatoirement un idéophonème inhérent au dit caractère sacré. De même, la graphie, c'est-à-dire le symbole qui représente un caractère sacré, charrie obligatoirement la signification spécifiquement inhérente à ce caractère sacré. Comme nous avons vu avec Diodore de Sicile, on lisait par la signification, on les nommait par leur signification. Et ça veut dire qu'est-ce qu'on nommait? On nommait l'objet représenté, on le voyait et on le nommait par une signification. Donc, cet objet représenté, cette graphie, charrie obligatoirement la signification spécifiquement inhérente à ce caractère sacré. Et un idéophonème charrie obligatoirement aussi la même signification, c'est-à-dire une unité minimale signifiante qui découle d'un caractère sacré, charrie la même signification que celle que charrie la graphie, l'objet représenté. Donc voilà les fondements pratiques de notre approche. Nous résumons ces fondements en disant que pour un caractère sacré donné, son symbole graphique et son idéophonème charrient une même signification. Ainsi, l'idéophonème, unité langagière minimale signifiante, fait-il le pont entre la lettre alphabétique de la translittération et les mots du langage, tout comme il fait le pont entre le symbole graphique et les mots du langage, puisque l'idéophonème, c'est une unité langagière. Donc, quand nous avons un idéophonème, si nous trouvons cet idéophonème, eh bien, il fait le lien avec la lettre de la translittération qui est l'articulation dominante du son qui exprime le dit idéophonème. Il fait également le lien avec le symbole graphique qui représente le caractère sacré dont il découle, puisqu'ils ont la même signification. Alors, pour mener notre travail, nous avons utilisé un certain nombre d'outils dont nous énumérons les principaux ici. Pour le parler authentiquement africain, nous avons utilisé le parler fin et parce que nous avons eu la chance de trouver un dictionnaire fin qui était bien fait. C'est le dictionnaire de Samuel Gallet, dictionnaire fin français fin que Samuel Gallet a mis au point avec son informateur Obam Mendome. La source des symboles graphiques et des translittérations, c'est le dictionnaire en couleur de G. Mallard qui est disponible sous forme électronique et les translittérations qui figurent dans ce dictionnaire Mallard sont celles de Sir Alan Gardiner. Alors, nous disons que nous ne sommes pas nous-mêmes une locutrice du parler fin et que nous avons travaillé avec le parler fin
parce que nous avons trouvé un dictionnaire que nous estimions être bien fait, en tout cas qui répondait à nos attentes par rapport à ce que nous voulions faire. Parce que ce dictionnaire de Samuel Gallé démontre vraiment que dans le parler authentiquement africain, tout son est signifiant. Et voilà, c'est pour ça que le Fon est un exemple d'un de ces parlers africains où tout son est signifiant. Et donc, c'est un parler authentiquement africain. Alors, nous nous sommes quand même demandé, mais qui sont ces Fons qui ont ce parler authentiquement africain qui nous permet aujourd'hui, qui nous donne une chance, n'est-ce pas, de révéler qu'est-ce que c'est que vraiment les caractères sacrés qu'ont légués les anciens Égyptiens. Beaucoup a été dit sur le Fon. Si vous faites de la recherche, vous trouverez beaucoup d'écrits. Mais nous avons pris ici une citation du père Trill qui a été chez les Fons en 1912 et qui écrit ceci. Il dit des choses qui sont véritablement suggestives d'un lien du peuple Fon avec l'ancienne Égypte. Parce qu'il dit que les Fons sont un des chaînons intermédiaires qui relient les races du Nil et de la Libye aux races kamitiques, ou chamitiques, enfin kamitiques, proprement dites. Aussi, leurs mœurs et leurs coutumes participent-elles des uns et des autres. Nous avions conclu finalement que les Fons, à une époque reculée de leur histoire, habitaient probablement sur les plateaux et les vallées qui limitent à l'ouest le bassin du Bahr el Ghazal. Bon, il parle longuement des Fons, mais la citation que je mets ici, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais si l'on retient seulement les termes Nil, Libye et bassin du Bahr el Ghazal, on est forcé de comprendre que le peuple Fon, c'est un peuple qui se retrouve maintenant dans la forêt équatoriale en Afrique centrale, mais c'est un peuple qui vient du Nord dans son histoire. Donc ceux qui se sont intéressés à l'histoire des migrations, une histoire reculée du peuple Fon, reconnaissent pratiquement à l'unanimité que c'est un peuple qui vient du nord de l'Afrique. Venons-en maintenant, enfin, à la révélation proprement dite des caractères sacrés. Nous avons publié dans notre ouvrage la méthodologie donc, que nous avons utilisée pour faire ce travail. Elle est assez détaillée dans cet ouvrage et je pense, nous espérons, compréhensible. Mais nous faisons ici un bref résumé en disant que notre abord d'un caractère sacré commence évidemment par la reconnaissance du symbole graphique qui le présente et sa lettre de la translittération. Une fois que nous avons cette lettre de la translittération, nous légitimons cette lettre de la translittération parce que comme nous avons dit plus haut, la lettre de la translittération est un stigmate phonologique et morphologique altéré et il est important, avant d'entrer véritablement dans l'étude proprement dite du caractère sacré, de faire une légitimation de la dite lettre de la translittération. Nous expliquons ce principe, ces choses plus en détail dans l'ouvrage. Et après avoir légitimé la lettre de la translittération, nous décrivons tout simplement, nous faisons une description du symbole graphique, le symbole qui représente le caractère sacré, nous le décrivons en relevant les détails qui sont les plus caractéristiques de ces symboles. Donc, nous le décrivons en français et les mots français qui décrivent les signes, les caractéristiques essentielles de ces symboles, nous cherchons dans le dictionnaire Fon de Samuel Gallé quels sont les mots Fon qui traduisent au mieux les mots français, des mots qui en français décrivent les caractéristiques essentielles du symbole représenté. Et donc ces mots Fon qui traduisent au mieux ces mots français descriptifs sont ce que nous appelons les mots Fon indices clés. Et ces mots Fon indices clés ont l'obligation de contenir dans leur orthographe alphabétique, tel qu'il est écrit, transcrit par Samuel Gallé dans son dictionnaire, ils ont l'obligation de contenir la lettre alphabétique de la translittération. Et une fois que nous avons ça, des mots-clés qui contiennent la lettre alphabétique de la translittération, nous retrouvons dans ces mots-clés forcément les unités langagières minimales qui contiennent
cette lettre de la translittération. Et ces unités langagières minimales qui contiennent la lettre de la translittération sont des idiophonèmes qui découlent du caractère sacré translittéré par cette lettre de la translittération. Et une fois que nous avons les idiophonèmes qui se retrouvent parmi les mots fins, donc toutes ces unités minimales signifiantes sont inscrites dans le dictionnaire fin avec les significations que leur ont données le Samuel Gallet selon les indications données par son informateur Obam Mendome. Donc nous avons pour chaque idiophonème une, mais assez souvent plusieurs significations, parce que je vous assure, dans le parler fin, il n'y a pas un seul son qui a une seule signification. Dès qu'il y a un son, dès que vous dites A, vous avez au moins 5, 4, voire 10 significations. Donc, ce sont ces idiophonèmes-là qui sont définis dans le dictionnaire du Gallet, et nous prenons l'ensemble de ces définitions, nous lisons toutes ces définitions, et c'est à nous de trouver quel est le thème philosophique, quelle est la notion qui fédère les significations de tous les idiophonèmes. C'est-à-dire que quand nous avons les idiophonèmes et leurs significations, on se pose la question, quelle est la notion philosophique qui est le dénominateur commun de toutes ces définitions? Et voilà comment nous identifions le thème philosophique phare d'un caractère sacré. C'est le thème philosophique qui est le dénominateur commun de toutes les définitions de tous les idiophonèmes qui découlent du dit caractère sacré. Avec cette méthode, nous avons, dans ce premier ouvrage que nous publions, révélé 9 caractères sacrés. Quand je dis révéler 9 caractères sacrés, c'est-à-dire que nous avons pu révéler les inconnus, les 2 paramètres inconnus des caractères sacrés que nous avons cités plus haut, à savoir l'émanation phonologique et la signification. Et donc, pour les 9 caractères sacrés révélés, nous avons désormais le symbole graphique qui est un stigmate authentique comme nous l'avons vu. Nous avons leur émanation phonologique, chaque caractère sacré ayant son émanation phonologique et sa signification spécifique. Donc, nous montrons ici assez rapidement ces 9 caractères sacrés. Donc, vous avez là le caractère sacré que les égyptologues appellent généralement le bra, qui est translittéré dans le livre d'égyptologie par A. Sachez que pour ce caractère sacré-là, nous avons retrouvé un seul idiophonème qui est dans le parler fin un A. Et nous n'allons pas nous amuser ici à le faire. Le A fin n'a rien à voir avec le A alphabétique. Ce A fin que vous voyez ici, parmi les idiophonèmes, qui était un idiophonème, a au moins 7, 8 définitions. C'est-à-dire, vous dites A, ça signifie A, ça signifie. Et c'est le dénominateur commun des significations du A. Nous avons pensé que c'est la démonstration qui est le dénominateur commun de ces significations. Donc, pour le caractère sacré, dont le symbole est le bras, appelons-le comme ça, son idiophonème est A, il a un seul idiophonème, et sa signification par laquelle les anciens Égyptiens le lisaient, pensons-nous, est la démonstration. C'est-à-dire que quand vous voyez ce symbole qui est le bras, vous devez le lire, vous devez dire « je vois la démonstration ». Voilà sa lecture philosophique par sa signification. La jambe a tous ces idiophonèmes que vous voyez « ba, be, be, bi, bo, bou » et sa signification, c'est la détermination. C'est-à-dire que chacun de ces sons, ba, be, be, bi, bo, bou, a plusieurs définitions. Et le thème philosophique qui fédère toutes ces définitions, c'est la détermination. C'est le dénominateur commun de toutes les significations qui, dans le dictionnaire fin, définissent ces sons, qui est la détermination. Donc, émanation phonologique, tous ces idiophonèmes, il y en a là 8, et signification, détermination. Ce qu'ils ont appelé la main autrefois est translittéré par petit d à ces idiophonèmes, et son thème philosophique, c'est l'introduction. Et nous avons mis ici entre parenthèses initiation, parce qu'en fait,
Il faut savoir que Samuel Gallet, c'est un fils de la culture latine. Il a fait un travail remarquable et nous sommes obligés de nous tenir vraiment aux définitions telles qu'il les a écrites pour trouver quel est le thème philosophique qui fédère au mieux. Et selon les définitions de Samuel Gallet, pour ce caractère sacré dont le symbole est la main, le thème qui semblait fédérer au mieux est l'introduction. Mais dans notre sensibilité, en sentant les choses et les mots fins tels qu'ils résonnent, tels qu'ils sont, nous pensons que ça devrait être véritablement l'initiation. Mais Samuel Gallet, vous savez, les initiations, c'est pas du domaine vraiment de l'Européen qu'il était. Et donc, et de toute façon, ça ne dérange pas puisque l'introduction est synonyme de l'initiation. Donc, c'était juste une parenthèse pour dire que nous avons essayé de coller au plus près aux définitions de Samuel Gallet, mais que quand on s'intéresse de plus près à la culture de ceux qui parlent le fan, et on se dit, ce mot introduction qui apparaît dans les définitions en français de Gallet est dans le parler fan plus proche de ce que le fan entendrait par l'initiation plutôt que l'introduction. Et vous avez ici ce que les égyptiens appellent le cobra africain, translittéré grand D, qui a ses idéophonèmes, da, do, du, nde, nde, et son thème philosophique, c'est la connexion. Je m'arrête ici un instant pour vous faire remarquer qu'il y a là deux caractères sacrés qui ont la même lettre alphabétique pour translittération. Il y a la main qui est le petit d, le cobra qui est le grand D, et vous voyez que dans les idéophonèmes qui découlent de ces caractères sacrés, on comprend pourquoi ils ont la même lettre de la translittération. Et ça nous conforte vraiment dans notre idée selon laquelle les translittérations ne sont pas fortuites. Elles ont un lien réel avec les caractères sacrés parce que si ceux qui ont mis ces translittérations ont été obligés de mettre 2 fois le D pour 2 caractères sacrés qui sont morphologiquement totalement différents, c'est qu'ils étaient obligés de le faire ainsi. Et la révélation de ces caractères sacrés montre pourquoi ils étaient obligés. C'est que ces caractères sacrés ont des idéophonèmes, quelques idéophonèmes en commun, et que tous, en tout cas, ont la lettre D comme articulation dominante de leurs idéophonèmes. Da, de, di, du, dui pour l'un, et da, do, du, nde, nde pour l'autre. Et vous voyez d'ailleurs qu'ils ont en commun 2 idéophonèmes qui sont le da et le du. Ça montre que ces 2 caractères sacrés-là ont une grande surface conceptuelle en commun. Ils ne sont pas identiques, mais ils ont une grande surface conceptuelle en commun, ce qui n'est pas surprenant, parce que si l'un s'appelle introduction et l'autre s'appelle connexion, vous avez compris qu'ils peuvent aller qu'ensemble, parce que si nous prenons par exemple simplement le cas de l'électricité, si vous voulez brancher quelque chose, vous allez prendre une fiche, l'introduire, mais il faut qu'il y ait une connexion avec le secteur pour que, effectivement, le courant électrique circule. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il soit comme ça, l'un translittéré par D et l'autre par D. Ils sont différents, comme on peut voir qu'ils ont plusieurs idéophonèmes qui sont différents, mais ils ont 2 idéophonèmes en commun, ce qui montre tout simplement qu'ils ont un bon champ conceptuel en commun. Et vous avez celui que les égyptiens appellent habituellement vautour pernoctaire, qui a 2 idéophonèmes qui sont et. Et je m'arrête ici à E accent aigu et E muet pour dire que une fois que vous avez un E qui est idéophonème, les accents ne jouent pratiquement pas de rôle. Tous les E, qu'ils soient accent muet, qu'ils soient accent aigu ou accent grave, sont idéophonèmes de ce caractère sacré. Mais en analysant les définitions, nous avons trouvé que c'était le E, accent aigu, et le E muet, qui sont idéophonèmes de cet idéophonogramme qui est le vautour, le rapace en fait. Et voici les 4 autres caractères sacrés révélés, vous les reconnaissez de haut en bas.
celui que les Égyptiens appellent habituellement vipère cornu, puis il y a le roseau fleuri, le double roseau et le double trait. Je ne fais pas de commentaires sur ces appellations égyptologiques qui sont évidemment appelées à changer, puisque maintenant on va connaître à peu près les vrais noms de ces caractères sacrés. Je fais juste ici quelques remarques en disant que, comme vous le voyez, nous avons désormais pour ces 4 caractères sacrés tous leurs idéophonèmes, les idéophonèmes qui en découlent, et les significations spécifiques de ces 4 caractères sacrés, dont depuis le haut, la capacité pour la vipère cornue, continuons à l'appeler ainsi, l'influence pour le roseau fleuri, la corrélation pour le double réseau et l'accomplissement pour le double trait. Je fais remarquer ici, en ce qui concerne le double roseau, qu'il est translittéré J et que j'ai écrit en bleu que ce J se réalise en consonne I. En consonne I, c'est-à-dire ce J se réalise en un I qui est obligatoirement suivi d'une consonne. Je ne l'ai pas inventé. Ça, c'est un travail que j'ai mené dans l'ouvrage en faisant l'analyse paléographique de la lettre J. Comme je vous ai dit il y a quelques diapos, qu'il fallait d'abord valider la lettre alphabétique de la translittération avant de poursuivre l'analyse. Ce J est une lettre récente, introduite dans l'alphabet latin de manière plutôt historiquement récente, et c'est pour ça que vous ne trouverez pas une seule lettre J dans l'orthographe alphabétique des mots fins. Et là, il faut rendre, n'est-ce pas, honneur à Samuel Gallet, qui était un fils de la culture latine, qui a eu l'honnêteté, n'est-ce pas, de bien écouter le fond et de transcrire tous les mots fins sans jamais écrire le son J qu'il connaissait très bien, puisqu'il était francophone, c'était un Suisse francophone, mais en écrivant les mots fins, il a tout simplement envoyé un message en disant « Moi, de la bouche de ces gens, je n'ai jamais entendu le son J. » Et c'est vrai, le fan est une langue très ancienne, une langue des origines, et il n'y a pas de son J. Et d'ailleurs, vous voyez qu'avec ces sons, les égyptologues ont eu beaucoup de peine, puisqu'ils vocalisent le J comme un I, les deux Y comme des I. Mettez donc ces 3 caractères sacrés côte à côte et lisez 3 fois I et I. Ben, vous réalisez vous-même que vous n'avez strictement rien dit. Donc, voilà, nous avons révélé maintenant la vraie identité phonologique et philosophique de 9 caractères sacrés. Voilà, nous voyons ici un exemple d'un de ces caractères sacrés révélés qui est la jambe. Son nom philosophique, c'est la détermination. Et vous voyez que la détermination, elle a de nombreux synonymes dont nous citons seulement quelques-uns ici. Caractère, caractérisation, spécification, circonstance, force, finalité, volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la détermination, elle a un vaste champ philosophique. Et les synonymes même de ces synonymes sont aussi synonymes de la détermination. Ça veut dire que le champ, il évolue comme ça en vagues concentriques et chaque caractère sacré a comme cela un espace philosophique immense. Nous montrons ici quelques mots fins qui charrient la détermination. Vous pouvez voir que ces mots comportent dans leur orthographe des idéophonèmes ba et be, qui sont des idéophonèmes de ce caractère sacré dont le thème philosophique phare est la détermination. Donc, chacun de ces mots, son énonciation, embarque un idéophonème de ce caractère sacré et donc tous ces mots charrient bel et bien la détermination. Donc, tout comme ceci, Mbigele, guide, si vous avez un guide, il n'y a pas plus déterminant dans votre vie que votre guide. Et vous avez là un substantif qui est mboga, jugement, manière de juger. Et je signale ici qu'une des faiblesses du dictionnaire Gallet, c'est la quasi-absence des substantifs verbaux. Là, vous en voyez quelques-uns, mboga, mbolga, mais d'une manière générale, il manque les substantifs verbaux. Mais il faut dire que ce dictionnaire, il est vraiment bien fait. C'est un bon outil pour entrer dans une langue authentiquement africaine. Voilà. Donc, nous disons donc, pour conclure cette très brève présentation d'un travail dont vous trouverez beaucoup plus de détails dans l'ouvrage lui-même, nous disons que, très humblement, nous pensons avoir enfin trouvé la langue des pharaons.
L'Égyptien pharaonique, disons-nous, se fonde sur un système langagier où tout son qui sort de la bouche d'un parlant est signifiant. Et ce système langagier est le système langagier des langues africaines, des langues qui sont authentiquement africaines. L'émanation phonologique des caractères sacrés est idéophonémique. Et sans idéophonème, sans la notion d'idéophonème que nous avons développée dans notre travail, je pense qu'il serait quasiment impossible, comme il est impossible depuis des siècles, n'est-ce pas, que les gens s'acharnent à trouver. Sans la notion d'idéophonème, on ne pourrait pas révéler l'émanation phonologique des caractères sacrés. Et c'est grâce à l'idéophonème que nous arrivons à retrouver la signification, le thème philosophique phare, n'est-ce pas, qui correspond au caractère sacré. Ainsi, tout parler authentiquement africain qui a su préserver sa configuration originale est à fondement idéophonémique. Ça veut dire que le travail que nous faisons ici avec le fond peut être fait avec n'importe quel parler authentiquement africain à fondement idéophonémique, pourvu qu'il ait su préserver sa configuration originale et aussi qu'il ait su préserver les mots authentiques. Parce que je vous ai donné l'exemple de la translittération J tout à l'heure. Si le fond n'avait pas gardé une prononciation authentique de ces mots, il y aurait eu des J dans l'alphabet, dans l'orthographe alphabétique des mots fond que nous n'aurions jamais pu révéler l'identité phonologique et philosophique du caractère sacré que l'on nomme habituellement le roseau fleuri. Donc, le fond que nous utilisons ici est un exemple, un bon exemple de parler idéophonémique. Alors, il est évident que tout le monde attend le moment où nous pourrons lire les caractères sacrés. Il faut dire que il va falloir de la patience. Hein? Il faut le comprendre tout de suite. Les égyptologues nous disent qu'il y a au bas mot 5000 symboles dans l'écriture dite hiéroglyphique. 5000 symboles. Alors, vous comprenez que ce que nous faisons là, ce n'est même pas une introduction, c'est juste un petit début de démonstration. 9 caractères sacrés, ça n'est de loin pas encore suffisant pour prétendre pouvoir lire les caractères sacrés. Nous sommes satisfaits, nous sommes contents d'avoir pu révéler 9 caractères sacrés. Nous espérons que d'ici très peu de temps, nous aurons révélé la totalité des caractères sacrés dits unilitaires, dont font partie les 9 que nous avons révélés ici. Donc, nous pouvons déjà dire qu'au courant du mois d'octobre 2021, sortira encore une liste de caractères sacrés révélés. Et d'ici la fin de l'année, certainement, tous ces caractères sacrés dits unilitaires seront révélés. Mais le problème de la lecture des caractères sacrés, c'est ce que tout le monde attend, c'est que nous puissions voir un texte écrit en caractères sacrés, et puis on se lance, et puis on le lit couramment. Nous avons la conviction que cela va se faire, mais cela demande beaucoup de travail. Et comme je le dis dans mon ouvrage, aucune vie humaine ne sera assez longue ni assez laborieuse pour révéler la totalité des caractères sacrés. C'est un travail qui va demander qu'ils s'y mettent beaucoup de cerveau, beaucoup de mains pour véritablement y arriver. Et moi, je fais les unilitaires, enfin, je les ai terminés pratiquement, mais il faut savoir qu'il y a les bilitaires, il y a les trilitaires, il y a toutes sortes d'associations. Je vous ai dit, j'ai cru avoir compris, selon l'égyptologue, qu'il y a environ 5000 caractères. Donc, il y a vraiment du pain sur la planche. Je montre ici, par rapport à ce problème de lecture, je reviens à ce caractère sacré qu'on nomme vulgairement roseau fleuri, pour montrer un peu, parce que ça nous fait rêver évidemment, de savoir comment est-ce que les anciens Égyptiens, nos ancêtres, nommaient véritablement ces objets, enfin ces symboles. Et je vous ai dit que ce caractère sacré roseau fleuri, il a environ 13 idéophonèmes qui sont bi, di, fi, ki, li, mi, ni, enfin tout avec ni, parce que c'est consonne i, un i précédé d'une consonne, donc c'est la liste pratiquement de toutes les consonnes suivies d'un i. Et nous avons trouvé dans le dictionnaire FAN un mot que le FAN nous dit que c'est abigna. Abigna, rameau vert, bout de branche avec feuilles vertes. Et ce caractère sacré qu'on a appelé roseau fleuri
si vous le décrivez, si on vous demande de le décrire, vous n'allez pas finir votre description sans prononcer le mot vert, sans évoquer sa verdeur et sans dire qu'il ressemble à un végétal. Donc, la définition Abigna, rameau vert, bout de branche avec feuilles vertes, ben, elle nous fait un peu rêver en disant, ça a l'air que ça c'est le nom que ce caractère sacré portait probablement à l'époque où les anciens Égyptiens le désignaient. Et le Fan complète la définition du terme Abigna en nous disant que ce rameau vert, bout de branche avec feuilles vertes, on s'en sert pour fermer les barrages pour pêcher, en faisant un paquet enveloppé d'écorce et en y mettant le feu, on obtient une épaisse fumée pour étourdir les abeilles et prendre le miel dans la ruche. Alors, j'ai mis tout en bas de la diapo la signification que nous avons retrouvée qui correspond à ce caractère sacré, c'est l'influence. Et si vous lisez la définition d'Abigna, eh bien, l'influence, elle est en filigrane. Quand on vous dit rameau avec branche verte, on s'en sert pour fermer les barrages, pour pêcher. Donc, elle influence le cours d'eau, puisqu'elle ferme les barrages, elle vous permet de pêcher, c'est elle qui vous influence, c'est elle qui vous accompagne dans cette pêche. Et en faisant un paquet enveloppé d'écorce et en y mettant le feu, on obtient une épaisse fumée qui étourdit, enfin pour étourdir les abeilles, pour influencer les abeilles, pour les calmer. Donc, ça rime, je veux dire. Ce mot Abigna, nous pensons que ça pourrait être un nom authentique de ce caractère sacré. Et c'est pour ça que nous donnons cet exemple. Il y en a comme ça pour tous les caractères sacrés révélés. Il y a des mots fins où tu restes rêveur en disant « j'ai quand même l'impression que c'est vraiment comme ça que nos ancêtres prononçaient ce mot ». Et ce terme Abigna, ce rameau Abigna, il a un synonyme qui est ébi, c'est-à-dire E accent aigu BI, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est son synonyme. Et ça pourrait aussi être un nom plus court, ébi, rameau vert, ou alors Abigna, rameau vert. Et Abigna est homophone de Nya-mère. C'est-à-dire, ça je mets ça, mais vous verrez dans le livre à quoi ça nous mène, cette homophonie. Je n'ai pas parlé ici de l'homophonie, parce que j'ai développé dans l'ouvrage le thème de l'homophonie, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'homophonie telle qu'on l'entend dans le parler latin. C'est une homophonie idéophonémique. Ça veut dire que quand deux mots sont homophones, ça veut dire qu'ils ont en commun un espace conceptuel. Donc, l'homophonie idéophonémique, c'est cela. Vous savez que dans le parler latin, deux mots peuvent être homophones sans être du tout synonymes. Chacun signifiant ce qu'il veut, mais ils ont des sons à peu près semblables, donc on les appelle des homophones, mais ils ne sont pas du tout synonymes. Mais dans les parlers idéophonémiques, l'homophonie embarque automatiquement la synonymie. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, Abigna comporte le son gna, et donc Abigna rameau vert comporte le son gna, et gna-mère comporte le son gna. Donc, comme Abigna comporte le son gna, eh bien, il est homophone de gna par le son gna. Et ce son charrie une définition, parce que tout son qui sort de la bouche d'un parlant est signifiant. Et le gna, on a vu que le ya était un idéophonème du caractère sacré dont l'idéophonogramme est ce qu'on appelle le double roseau, et sa signification, c'était la corrélation. Et c'est pour ça, Abigna et Nya-mère sont homophones par Nya, et donc ils se croisent sur les notions de corrélation. Et si vous relisez la définition d'Abigna ici du rameau vert, il est à la fois influence et corrélation, parce que vous allez voir faire ceci pour cela, faire ceci pour cela. Donc, il influence et il est à la fois corrélation. Ça marche à merveille. Ce n'est pas ici que le lieu de développer ça. Nous aurons le temps pour d'autres présentations ou conférences d'en parler, mais c'est vraiment merveilleux. Et je vous ai dit que le synonyme d'Abigna, c'est ébi. Ce ébi-là, il est avec accent circonflexe, mais il y a le Fan nous sert un autre ébi ici qui est homophone de ce rameau vert, qui est préfixe de nom de tribu. Et il n'y a pas plus influent qu'un nom de tribu.
enfin, que quelque chose qui est préfixe de votre tribu. En fait, un préfixe de votre tribu, biologiquement, c'est votre ancêtre. Donc, Ebi est préfixe de nom de tribu. Et enfin, je dis tout ça pour vous faire comprendre que ce caractère sacré dans l'idéophonogramme et cet objet qui ressemble tantôt à une plume, tantôt à un rameau vert, c'est vraiment une mère. Et je n'en dirai pas plus ici, nous aurons l'occasion de le découvrir dans d'autres circonstances. Voici un texte, donc en caractère sacré, comme je le dis. Lire couramment ce texte va demander encore beaucoup de temps. Regardez le nombre de caractères, regardez tout ce qui est mis là-dedans et voyez la disposition même des caractères. Il faudra arriver à décoder tout ça, à savoir le sens de la lecture, quand un caractère au-dessus de l'autre, lequel on lit avant, et ainsi de suite. C'est pour dire qu'il reste encore beaucoup de travail et nous devons prendre notre mal en patience. Mais notre opinion est que nous sommes sur la bonne voie et que nous tenons probablement là le bon bout, le bon filon pour arriver à révéler l'héritage de nos ancêtres enfouis depuis plusieurs millénaires. Nous passons rapidement à cette image qui est un bout du texte que nous venons de voir précédemment, juste parce que nous avons ici dans ce texte-là un petit bout où se retrouvent 4 des 9 caractères sacrés que nous avons révélés. C'est une chance extraordinaire. Et nous voyons donc là le roseau fleuri, donc le thème philosophique est l'influence, le cobra africain, donc le thème philosophique est la connexion, la main, dont le thème philosophique est l'introduction, mais je vous ai dit tout à l'heure que dans nos traditions, ça correspond beaucoup plus au terme initiation. Et la soi-disant vipère à cornes, qui, vous le verrez dans l'ouvrage, n'est pas tout à fait une vipère à cornes, dont le thème philosophique est la capacité. Alors, comme vous le voyez, c'est assez complexe. Les symboles ne sont pas alignés les uns derrière les autres. Il y en a un qui est à la verticale et qui couvre de sa hauteur pratiquement la hauteur de tous les autres. Et puis, il y en a un, le cobra, qui surplombe les deux autres. Alors, tout ça, c'est des choses à décoder, cette disposition de savoir comment lire. Mais nous avons la chance déjà, pour un bout de texte comme celui-là, d'avoir 4 thèmes philosophiques spécifiques par lesquels nous pouvons nommer ces caractères sacrés et dire que le roseau fleuri, c'est l'influence, le cobra, c'est la connexion, la main, c'est l'introduction, ou mieux encore, l'initiation, et cette soi-disant vipère cornue, c'est la capacité. Alors, c'est quand on aura compris comment se lit, dans quel sens, et de haut en bas ou de bas en haut, qu'on pourrait. Mais avec ces 4 thèmes déjà, vous pouvez, selon le contexte, en contextualisant bien sûr, souvent il y a une image au-dessus du texte même qui vous permet de faire vos phrases beaucoup plus facilement. Mais ici, par exemple, nous pourrions dire l'influence de l'initiation et de la connexion dans l'acquisition de la capacité, en sachant que initiation et connexion, c'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire que la main qui est initiation et le cobra vont ensemble, comme nous l'avons vu, c'est ces 2 caractères sacrés translittérés, tous les 2 par D, qui ont un immense champ philosophique commun. Quand vous dites initiation, dans notre tradition, vous parlez aussi de connexion. Parce que initier quelqu'un dans la tradition africaine veut dire en fait le connecter à une autre dimension. Il y a toujours de la métaphysique dans le principe initiatique africain. Donc, l'influence de l'initiation dans l'acquisition de la capacité. Voilà à peu près comment, comme ça, avec ce groupe de mots qui par hasard se retrouve là, on peut essayer de lire ce groupe-là. Mais comme je vous dis, c'est encore des balbutiements. Il faudra beaucoup de travail pour arriver à lire couramment les caractères sacrés. Alors, voici l'ouvrage. Likambizo, approche idéophonique de la lecture des caractères sacrés de l'ancienne Égypte. Nous pensons véritablement avoir compris comment fonctionnait la langue des pharaons et nous avons la conviction que les mots de cette langue se nichent dans des poches de survie parmi les peuples autochtones d'Afrique. Et dans la foulée de cet ouvrage, nous avons publié un second ouvrage. Cet ouvrage, le voici. C'est toujours dans la série Likambizo. Et vous ne le voyez pas très bien ici. Il a un sous-titre qui est « Les principes philosophiques, trame de la lecture
idéophonémique. Je pense que nous n'avons plus besoin de commenter ce sous-titre puisque nous venons de démontrer que les caractères sacrés se lisent par les thèmes philosophiques. Et c'est ça la lecture idéophonémique. Et c'est par les principes philosophiques, comme nous l'a dit Diodore de Sicile il y a plus de 2000 ans, par les principes philosophiques que nos ancêtres disaient couramment les caractères sacrés. Leur émanation phonologique étant seulement ce que l'on entend à l'oreille, quand on parle, quand on prononce les mots, là on entend des sons et on sait que tel son correspond à tel principe philosophique et ça correspond aussi à tel symbole qui est représentatif du caractère sacré. Et donc cet ouvrage, nous l'avons conçu un peu comme une immersion, un début d'immersion dans l'immense champ philosophique des caractères sacrés. Donc nous avons dans cet ouvrage, pour chacun des 9 caractères sacrés révélés, essayé de nous immerger dans son champ philosophique, évidemment en nous appuyant toujours sur les mots fins, sur ce dictionnaire Gallet. Et je peux vous assurer que ce que nous avons découvert est tout simplement immense, incroyable. Pour ce survol-là, nous sommes allés de surprise en surprise. Toute la science, toute la sagesse, toute la religion africaine, tout, absolument tout, semble être enfoui dans les caractères sacrés, ce qui nous encourage. Vous verrez là-dedans. Vous tombez sur la table des périodiques des éléments chimiques. Nous sommes tombés sur la série de numération décimale. Et la surprise est que la série de numération décimale, de la numération décimale telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est peut-être pas tout à fait correcte. Alors, je dis, ça c'est le tome 2 qui nous permet de nous immerger dans la philosophie que charrient les 9 caractères sacrés révélés dans l'ouvrage précédent. Ces 2 ouvrages sont publiés aux éditions Kiyikat. Nous disons alors merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous écouter. Merci, il a fallu de la patience. Nous savons que ce n'est pas évident comme ça à expliquer et à comprendre, mais dans l'ouvrage, nous avons fait un effort d'expliquer assez clairement comment nous avons procédé pour arriver à révéler ces 9 caractères sacrés. Nous ne saurions partir sans dire merci à un monsieur, un grand érudit africain, qui nous aura beaucoup aidé dans ce travail. Il s'agit de Ogotemeli, un ancêtre d'Ogon, qui révéla il y a 70 ans à un ethnologue français nommé Marcel Griol la cosmogonie africaine dans un récit merveilleux, métaphorique, parfois hermétique. Mais ce récit aura été pour nous vraiment le fil conducteur sans lequel nous n'aurions jamais pu faire ce travail. C'est grâce à lui que nous sommes arrivés à la notion d'idéophonème. Et alors vous aurez compris que c'est vraiment lui, parce que je vous ai dit que l'idéophonème est ce qui sous-tend tout le travail que nous avons fait. Vraiment, un très grand merci à cet ancêtre. Vous verrez dans le livre, nous montrons les évidences cosmogoniques. Nous allons pas à pas avec ce fil conducteur qui, à chaque fois, nous permet de faire un pas en avant et qui nous a permis vraiment de comprendre beaucoup de choses concernant les caractères sacrés qu'on ne pouvait pas imaginer. Et il a fallu avoir foi en cette religion, en ce qu'il racontait, pour pouvoir aller déblayer et retrouver là-dedans, parce que franchement, dans le récit cosmogonique, il y a toute la philosophie des caractères sacrés est enfouie dans ce récit. Donc, merci. Merci à notre ancêtre. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt.